pas raisonnable, on ne peut pas y aller comme ça. Vous répondez quoi? Je répondrai brièvement que nous ne pouvons pas éviter, si on veut arrêter notre déclin, on ne peut pas éviter le rétablissement de la compétitivité française. Je ne dis pas que toutes les mesures d'Arnaud Montebourg sont inutiles. Il y en a certaines d'entre elles qui peuvent servir à quelque chose. Mais en revanche, son idée de démondialisation n'est absolument pas adaptée au problème central français, qui est un problème de compétitivité. Pour une raison très simple, que je vais donner, et je pense que tout le monde comprendra, c'est que l'essentiel de notre déficit entre ce qu'on achète et ce qu'on paye à l'étranger, il est avec les autres pays de la zone européenne. Donc, à l'intérieur d'une sphère économique qui est parfaitement homogène. Notre économie, c'est l'Europe, pour faire ça. Notre économie, c'est l'Europe. À plus des 2/3, nos échanges extérieurs sont en Europe. Et c'est en Europe que nous faisons notre déficit d'échanges. Et donc, on a un effort propre que nous ne pouvons pas éviter. J'ajouterai sur un autre plan... Juste une question. Oui. Est-ce qu'on gagne en compétitivité en augmentant les impôts dans un pays? Et est-ce qu'on gagne en compétitivité en supprimant des fonctionnaires dans un pays? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je vais aller dans le sens de François Chérec, avec lequel ensuite j'aurai sûrement des possibilités de discussion extrêmement intéressantes. On gagne de la compétitivité si on dégage les moyens financiers permettant de financer dans les entreprises les produits nouveaux, l'innovation et l'investissement. Voilà la réponse. Et enfin, pour bien montrer que nous avons des problèmes propres, spécifiques à la France, ça n'a rien à voir avec les marchés financiers. On a parlé de l'Italie tout à l'heure comme d'un maillon faible qui risquait de tomber, etc. C'est ce que suggère son président. Hein. Oui, oui, très bien. Est-ce que vous savez que le solde budgétaire italien est plus favorable que le nôtre? Les finances publiques italiennes en solde sont dans un bien meilleur état que les nôtres. Ils ont une dette cumulée. Donc nous sommes le maillon faible? Nous sommes un maillon aussi faible que l'Italie, du point de vue des finances publiques. Ils ont d'autres problèmes de nature politique. Si j'ose dire, ils sont pires que nous en termes politiques. Et on a une épargne privée, nous, en France, qui est beaucoup plus importante que dans tous les pays européens. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas des faiblesses qui nous sont propres. François Chérec, brièvement, s'il vous plaît. Oui, brièvement, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'effectivement, dans la population de notre pays, la majorité des Français, on en parlait tout à l'heure dans les coulisses, conviennent qu'il faut maîtriser les dépenses publiques et qu'il faut même réduire la dette. Je pense que c'est vrai. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Mais ceci dit, derrière, il y a un 8 mai. Et le 8 mai, c'est quand même un élément de justice. Oui, mais c'est un élément très important. 10% des plus riches ont 62% de la richesse française. Les 50% les plus modestes ont 6% de la richesse française. Donc, on ne pourra pas avancer dans notre pays sur cet élément qui est la nécessité de maîtriser les dettes ou de baisser notre déficit s'il n'y a pas une forme de redistribution et une forme de justice. On ne peut pas demander aux gens de faire des efforts dans certaines situations. Je crois que si vous êtes d'accord sur ce... Oui, mais derrière, et là c'est un débat que j'ai souvent avec Laurence Parisot, on ne peut pas avoir un discours qui est de dire il faut maîtriser les hauts salaires dans les entreprises pour redistribuer. Si on n'y arrive pas, ce qui est la réalité, ben à ce moment-là, il y a la fiscalité pour le faire. Et une des difficultés aujourd'hui de pouvoir avancer dans la réduction de cette dette, c'est que comme nous sommes à 2 doigts d'une élection présidentielle, le vrai problème de fond, qui est la redistribution, la fiscalité, n'est pas ouvert dans notre pays, et c'est la seule façon d'y aller. Ce qui ne veut pas dire que globalement, il faudra peut-être avoir plus de fiscalité, mais qu'elle soit mieux répartie. Parce qu'il n'est quand même pas normal que les plus hauts revenus, en proportion, payent moins d'impôts que les classes moyennes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible dans notre pays. Ce sera probablement la dernière intervention de ce tour de table. Et c'est vrai aussi pour les entreprises, que les petites et moyennes entreprises aient aujourd'hui une fiscalité moins importante et que par contre les très grosses entreprises aient une fiscalité plus adaptée. Aujourd'hui, on voit bien qu'en proportion, ce sont les PME qui payent plus. C'est vrai aussi, vous l'avez dit, pour les classes moyennes. J'aurais dire à Arnaud Montebourg une chose. Il a un discours clair. Qui conduit à une impasse. Mais je préfère encore un discours clair qui conduit à une impasse plutôt qu'un discours vague, comme celui notamment de votre concurrent François Hollande, qui amène aussi à une impasse.
Parce que vous, au moins, on sait où vous allez. Ne parlons pas, il n'est pas là. Oui, peut-être, mais je crois que c'est important. Oui, mais excusez-moi. Vous le soutenez. À la primaire, oui, je suis désolé. D'accord, au moins, merci d'afficher la couleur. Expliquez-moi, alors, si vous êtes soutien, vous pourrez répondre. Mais le discours vague, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, clairement, sur la retraite à 60 ans? Il nous a parlé aujourd'hui, dans l'outrance d'une déclaration, de l'hémorragie dans l'éducation. Qu'est-ce qu'il veut faire? Recruter de l'emploi public, encore et encore, alors que vous disiez le contraire. Il y a là une contradiction. Je crois qu'il faut sortir de ce vague. Mais par contre, Arnaud Montebourg, je voudrais dire une chose. Les déclarations, je les ai entendues. Mais le président du Conseil général que vous êtes, quand vous avez eu des choix à faire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez joué sur les dépenses. C'est donc que quand on est au plus près du terrain et des responsabilités, il faut savoir assumer ses responsabilités. Et que les grands discours qui sont planétaires, Yves Calvi l'a dit tout à l'heure, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut aussi assumer ses responsabilités. Et ce que je voudrais dire... Donc vous ne pouvez pas lui reprocher d'être responsable dans son département. Juste de dire le contraire. C'est plutôt un hommage que vous lui rendez. Juste de dire le contraire au niveau national et au niveau international de ce qu'il fait au niveau local. C'est-à-dire qu'il est obligé, parce qu'il est face à ces réalités... Ah oui, une contradiction qui n'est pas mince. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans mon Conseil général? Oui. J'ai diminué les dépenses et augmenté les impôts. J'ai hérité d'une situation quasi faillite. Parce que vous êtes socialiste, vous avez augmenté les impôts en premier, parce que je pense que c'est dans l'ADN des socialistes, dans les régions que vous gérez, mais c'est un choix politique. Or, moi, je pense que le vrai sujet est la baisse des dépenses, et c'est effectivement une meilleure redistribution, et je l'ai dit tout à l'heure, moi, je crois à une réforme fiscale d'ampleur. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, la période n'est pas facile, et je pense... Je le disais à Jean-Pierre Levat tout à l'heure, juste avant que l'émission ne commence, il n'y a pas de mystère. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de moments où les choses étaient si compliquées, avec l'accumulation des différentes crises. Et les gens disent à tous ceux qui sont en responsabilité, sortez-nous de cette crise. À la fois, protégez-nous le mieux possible, mais aussi projetons-nous dans l'avenir, permettez-nous d'avoir aussi, donnez-nous des perspectives. Chaque fois qu'on s'est parlé, à chaque fois que les différents acteurs ont su s'entendre, on trouve des solutions. Et vous le savez notamment, pour lutter contre le chômage, j'ai cette responsabilité première, et moi en premier, moi qui suis ministre. Il y a aujourd'hui des mesures que nous mettons sur la table. Mais dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, si on veut aller plus loin, c'est cette question des droits rechargeables, une idée de la CFDT. La CFTC aussi, que la CFDT pousse beaucoup. Pour dire... Il va prendre sa carte bientôt. Ouais, bah écoutez, ou le contraire, si vous voulez. Je ne fais pas de prosélytisme en ce qui me concerne. Mais une chose est certaine... Ne pas de vous écouter, ça serait pas... Non, mais sur cette question... Je suis content, moi. Plus vous travaillez, plus vous avez de droits. C'est une idée, c'est vrai qu'il y a de la responsabilité des partenaires sociaux. N'attendons pas 2 ans pour le faire si c'est une bonne idée. Et je suis persuadé que ça fait partie des sujets où on peut aller vers une société où on fait reculer le chômage et on pourra aussi, dans les années qui viennent, aller vers une société de plein emploi. Parce que c'est important. Il faut bien évidemment sortir de cette spirale. La récession ne nous permettra pas de nous en sortir. Il faut aussi ménager la croissance et l'emploi. À chacun d'entre vous, je pose une question en quelque sorte, on pourrait dire voiture-balai, auquel je demande aux autres de ne pas réagir, vous aurez chacun la vôtre, et je vous demande de me faire une réponse rapide s'il vous plaît. Le plan Fillon, Françoise Gris, est-il juste et les efforts, vous semble-t-il, équitablement répartis? Il est incomplet. Et pour le moment totalement court terme. Et donc il doit être complété par une réforme de moyen terme pour réformer le marché du travail et sa compétitivité. Y aura-t-il, merci, selon vous, un autre plan de rigueur plus drastique, Jean-Pierre Levade? Oui. Dans quel délai? Malheureusement, probablement il faudra attendre le lendemain de l'élection présidentielle, mais le nouveau président élu, quel qu'il soit, aura immédiatement à relever des enjeux extrêmement difficiles. Et alors du coup, on en prendra pour combien? 5 ans, un quinquennat. Le plan Fillon va-t-il nuire à la croissance et peut-on éviter la récession? Xavier Bertrand. Est-ce qu'il nuit à la croissance? Non. Est-ce qu'il évite cette récession? Oui, j'ai expliqué pourquoi. Il était indispensable parce qu'on avait moins de croissance. Je pense qu'on a trouvé des mesures qui sont à la fois efficaces et qui sont justes. Et c'est vrai, ça a été dit. Ça nous a permis de dire la croissance baisse, on a moins de recettes. On adapte aussitôt notre budget, comme le budget d'une famille. Mais que pour le reste, dans les années qui viennent, nous savons pertinemment quel choix on proposera. Réduire les dépenses et aussi mieux gérer chaque euro. La France doit-elle se doter d'une règle d'or, quel que soit le moment où on le fait? Je pense qu'une règle d'or aura du sens que si elle est faite au niveau européen, avec une forme de mutualisation des dettes. Et j'espère, en tout cas, parce que je suis un optimiste,
que cette crise va enfin amener l'Europe à avoir une vraie construction d'Europe, c'est-à-dire une monnaie telle que l'on a, une mise en commun des politiques économiques et des politiques fiscales, et à côté d'une résolution de la dette en commun, ou en tout cas en partie, les moyens d'investir dans l'avenir en commun. Et je mets, je dirais, tout ce que je peux mettre en termes de conviction, en se dire que c'est là et uniquement là qu'il y a la solution. À quel stade, Arnaud Montebourg, estimeriez-vous qu'une taxe exceptionnelle pour les riches serait suffisante et donc équitable? Je crois que la bonne mesure serait d'aligner la taxation, la fiscalité des revenus du travail et des revenus du capital de la même manière, et de rattraper le retard des cadeaux fiscaux qui ont été excessivement consentis pendant la dernière décennie sur les hauts revenus de notre pays. Avant de nous séparer, Xavier Bertrand, ce sera ma dernière question vous concernant. Je rappelle que c'est Jacques Chirac qui a largement contribué à votre passion politique. C'est sous sa présidence et dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin que vous avez été nommé secrétaire d'État pour la première fois en 2004. Je voudrais juste savoir ce qu'est votre sentiment ce soir, après ce qui a été annoncé, en l'occurrence le fait que le président n'aurait pas besoin d'assister au procès, et ce qui était aussi l'aveu de sa faiblesse actuelle. Je suis sûr que s'il pouvait y assister, il le ferait. J'en suis persuadé. Le fait que le procès aille jusqu'au bout, que sa voix soit portée par ses avocats, ça montre bien que, à son sens, il faut que le procès aille jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas de justice. Arnaud Montebourg, vous avez été le premier, sans doute le plus ardent, à réclamer ce procès. Est-ce que ce procès a encore un sens en l'absence de Jacques Chirac? Oui, bien sûr, la loi le permet. Je faisais partie de ceux qui défendaient le fait que Jacques Chirac devait assumer ses responsabilités lorsqu'il était en fonction. Aujourd'hui, il est bien tard, mais il est normal que la justice passe, comme pour tout citoyen et tout un chacun dans notre pays. Merci à tous. Pour le plan Fillon, débat, je vous le rappelle, dès demain à l'Assemblée, et ça risque d'être assez animé, surtout dans la majorité d'ailleurs. Rapidement, les livres de l'émission, Jean Perlevade avec Pierre-Antoine Delhomme, France, État critique. Le livre vient de paraître, c'est dans la collection Tribune Libre aux éditions Plomb. Arnaud Montebourg avec la préface d'Emmanuel Todd, Voter pour la démondialisation, paru aux éditions Flammarion, édition de poche. Les empreintes sociales, En finir avec le court terme, paru aux éditions Odile Jacob. François Chérec, Patricia, Romain, Nabila et les autres, Le travail entre souffrance et fierté, paru aux éditions Albin Michel. Merci infiniment les uns et les autres de votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé notre débat et à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec ses équipes. On se retrouve lundi prochain, 12 septembre, pour un nouveau mot croisé. Année électorale oblige. Nous vous fixons